Vous savez ce qui est le plus terrifiant dans une démocratie? Ce n'est pas quand un dictateur vous opprime ouvertement. Quand un tyran vous emprisonne, vous torture, vous réduit au silence, au moins vous savez qui est votre ennemi, vous savez d'où vient le danger. Vous pouvez le nommer, le pointer du doigt, le combattre. Non, ce qui est le plus terrifiant, c'est quand l'ennemi est invisible, quand la menace vient de l'intérieur, quand les institutions censées vous protéger sont celles-là même qui vous mettent en danger, quand votre propre gouvernement, votre propre armée, votre propre service de renseignement commet des actes de terrorisme contre vous, contre ses propres citoyens et les attribue à quelqu'un d'autre. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que les gouvernements mentent. Vous l'avez vu avec le Watergate. Vous l'avez vu avec les armes de destruction massive en Irak. Vous l'avez vu avec les écoutes de l'ANSA révélées par Snowden. Vous l'avez vu avec les expériences de la CIA sur des citoyens américains dans le cadre de MKUltra. Vous l'avez vu avec les expériences de la CIA sur des citoyens américains. Dans le cadre de MKUltra, chaque décennie apporte son lot de révélations, des documents déclassifiés, des lanceurs d'alerte, des enquêtes journalistiques qui révèlent que ce que le gouvernement disait n'était pas ce qu'il faisait, que les versions officielles cachaient des réalités plus sombres, que les démocraties, ces systèmes censés incarner la volonté du peuple, pouvaient commettre des crimes contre leur propre peuple. Mais ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui dépasse tout, parce que ce n'est pas l'histoire d'un scandale isolé, d'un président qui espionne ses adversaires, d'une agence qui ment sur ses activités. Non, c'est l'histoire d'un réseau clandestin, structuré, financé, armé, opérationnel dans au moins 16 pays européens simultanément. Un réseau qui a fonctionné pendant plus de 40 ans, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1990. Un réseau qui a commis des attentats terroristes contre des civils innocents, des femmes, des enfants, des gens ordinaires qui attendaient un train, qui faisaient leurs courses dans un supermarché, qui buvaient un café dans une gare, et qui a attribué ces attentats à la gauche, aux communistes, aux anarchistes, pour créer un climat de peur, pour pousser les populations à réclamer des gouvernements plus autoritaires, pour empêcher la gauche d'arriver au pouvoir en Europe. Ce réseau s'appelait Gladio, et ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait historique documenté, avoué publiquement par un Premier ministre en exercice devant son Parlement, confirmé par une résolution du Parlement européen, étudié dans des universités, publié dans des maisons d'édition académiques, des dizaines de milliers de pages de documents déclassifiés, des procès, éditions de milliers de pages d'ovation finique édition, des étudiants de baillets, des condamnations, des aveux. Et pourtant, presque personne n'en a entendu parler, parce que certaines vérités sont tellement énormes, tellement monstrueuses, tellement incompatibles avec l'image que nous avons de nos démocraties, que le cerveau humain préfère les ignorer plutôt que de les affronter. Aujourd'hui, je vais vous forcer à les affronter, pas par provocation, pas par sensationnalisme, mais parce que vous méritez de savoir, parce que les 85 personnes tuées à la gare de Bologne, le 2 août 1980 méritent que leur histoire soit racontée, parce que les 17 morts de la Piazza Fontana à Milan le 12 décembre 1969 méritent que la vérité soit dite, parce que les victimes des tueries du Brabant en Belgique, des attentats d'Oktoberfest en Allemagne, des massacres de la dictature grecque méritent que quelqu'un, quelque part, dise enfin à voix haute ce que les documents prouvent. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'être clair. Cette vidéo est longue, elle est dense, elle demande de la concentration. Elle est conçue pour des adultes capables de regarder les faits en face, même quand ces faits sont dérangeants, même quand ils ébranlent des certitudes fondamentales sur la nature de nos démocraties. Si vous êtes ici pour du divertissement rapide, vous serez déçus. Mais si vous faites partie de ceux qui ont compris que la réalité est toujours plus complexe, plus sombre, plus nuancé que ce qu'on veut bien vous montrer. Si vous avez ce recul que donne l'expérience, cette capacité à accepter que les institutions ne sont pas toujours ce qu'elles prétendent être, alors restez. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser de l'OTAN, de la CIA, des gouvernements européens. Je vais simplement vous montrer ce que révèlent les documents déclassifiés, les aveux des participants, les enquêtes judiciaires, les résolutions parlementaires. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté. Commençons. Le 24 octobre 1990, Rome. Le Palazzo Madama, siège du Sénat de la République italienne. C'est un mercredi ordinaire, ou du moins ça devrait l'être. Les sénateurs s'installent dans l'hémicycle. L'ordre du jour est chargé. Budget, réforme, affaires courantes. Et puis le Premier ministre monte à la tribune. Giulio Andreotti, 61 ans, l'homme le plus puissant d'Italie, celui qu'on surnomme Il Divo, le divin, 7 fois président du Conseil. Des décennies au sommet du pouvoir, un homme qui connaît tous les secrets de la République italienne, tous les cadavres dans les placards, tous les dossiers enterrés. Et ce jour-là,
Giulio Andreotti fait quelque chose que personne n'attendait. Il avoue, pas dans un confessionnal, pas devant un juge, devant le Sénat italien en direct, devant les caméras, devant le peuple italien. Il dit, et je cite textuellement les documents parlementaires, « Une organisation de type paramilitaire secrète a été mise en place dans le cadre de l'Alliance Atlantique, avec la participation active des services de renseignement italiens. Cette organisation, connue sous le nom de Code Gladio, disposait d'armes cachées dans des dépôts secrets répartis sur tout le territoire italien. Silence dans l'hémicycle. Puis le chaos. Les sénateurs de l'opposition se lèvent. Ils crient. Ils exigent des explications. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des armes cachées sur le territoire italien ? Une armée secrète ? Depuis quand ? Qui savait ? Qui commandait ? Qui payait ? Andreotti continue. Il explique que Gladio a été créé dans les années 1950 dans le contexte de la guerre froide, que son but officiel était de constituer un réseau de résistance en cas d'invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest, que des agents avaient été recrutés, formés au combat, à l'espionnage, au sabotage, que des caches d'armes avaient été dissimulées dans tout le pays, dans des forêts, dans des caves, dans des cimetières, que tout cela avait été fait en coordination avec l'OTAN et la CIA, que c'était un programme allié, partagé par tous les pays de l'Alliance Atlantique. Et il ajoute, comme si c'était un détail, l'Italie n'est pas le seul pays à avoir mis en place un tel réseau. Des organisations similaires existent dans tous les pays de l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN. Vous avez bien entendu. Pas seulement l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, la Grèce, la Turquie, le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse, la Suède même, qui n'est pourtant pas membre de l'OTAN. Au moins 16 pays. Tous avaient des armées secrètes, des réseaux clandestins armés, entraînés, financés par la CIA et le MI6 britannique, coordonnés par l'OTAN à travers 2 structures secrètes. Le comité clandestin allié, AC, basé au siège de l'OTAN, et le comité de planification clandestine, CPC. Des structures dont aucun parlement, aucun gouvernement élu, aucune institution démocratique n'avait jamais été officiellement informée. La révélation d'Andreotti provoque un séisme politique en Europe, pas seulement en Italie, partout. Parce que si l'Italie avait Gladio, les autres pays avaient quoi exactement ? En quelques semaines, les dominos tombent. La Belgique admet l'existence de son réseau, appelé Zdraoui puis Stemob. Les Pays-Bas admettent, le Danemark admet, la Norvège admet, l'Allemagne admet l'existence de réseaux Stebehind, mais refuse de donner des détails. La France refuse de commenter. La Grèce confirme l'existence de LOC, son réseau clandestin. La Turquie confirme l'existence de son réseau. Le contre-guérilla, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse, tous confirment ou admettent partiellement. Le 22 novembre 1990, un mois après la révélation d'Andreotti, le Parlement européen vote une résolution. La résolution du 22 novembre 1990 sur l'opération Gladio. Je vais vous en lire des extraits, parce que c'est un document extraordinaire. Le Parlement européen condamne la mise en place clandestine de réseaux d'action et de manipulation dans plusieurs États membres de la communauté. Il demande une enquête complète sur la nature, la structure et le rôle de ces organisations clandestines et sur leur éventuelle utilisation à des fins de manipulation du terrorisme et d'autres activités illégales. Il proteste vigoureusement contre le fait que certains militaires américains aient jugé bon de constituer en Europe un réseau clandestin de manipulation et d'opération. Il demande au gouvernement des États membres de démanteler tous les réseaux militaires et paramilitaires clandestins. Vous avez lu, le Parlement européen lui-même, en 1990, a reconnu l'existence de ces réseaux, les a condamnés et a demandé leur démantèlement. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une résolution officielle du Parlement européen. Mais voilà ce qui est le plus troublant. Cette résolution a été adoptée puis oubliée. Aucune enquête européenne n'a suivi. Aucune commission d'enquête internationale n'a été créée. Aucun responsable n'a été jugé au niveau européen. La résolution a été adoptée, classée, et le silence est retombé. Comme si l'Europe avait décidé collectivement qu'il valait mieux ne pas savoir, que certains secrets étaient trop dangereux pour être révélés, que la stabilité des démocraties européennes importait plus que la vérité. Mais la vérité a cette propriété étrange. On peut l'enterrer, la censurer, la classer confidentielle, mais on ne peut pas la tuer. Et dans les décennies qui ont suivi, des chercheurs, des journalistes, des juges courageux ont commencé à reconstituer le puzzle. Et ce qu'ils ont découvert est bien pire que ce qu'Andreotti avait admis, parce qu'Andreotti avait présenté Gladio comme un simple réseau de résistance préventive. Des patriotes prêts à combattre les soviétiques si jamais ils envahissaient, des armes cachées au cas où, rien de plus. Mais la réalité était infiniment plus sombre, parce que les soviétiques n'ont jamais envahi l'Europe de l'Ouest. Et pourtant, les réseaux Gladio ont été activés, pas contre les soviétiques,
contre leurs propres citoyens. Pour comprendre comment, il faut que je vous explique un concept. Un concept qui porte un nom italien, la strategia della tensione, la stratégie de la tension. L'idée est simple dans son principe, diabolique dans son exécution. Vous commettez un attentat terroriste contre des civils innocents, un attentat spectaculaire, sanglant, qui provoque la terreur, l'indignation, la panique. Puis vous faites en sorte que cet attentat soit attribué à la gauche, aux communistes, aux anarchistes, aux révolutionnaires. Résultat, la population, terrifiée, se tourne vers la droite. Elle réclame l'ordre, la sécurité, l'autorité. Elle accepte des mesures d'exception, des lois d'urgence, des restrictions de liberté. Leurs militants sont arrêtés, leurs organisations sont infiltrées et détruites. C'est une stratégie de manipulation politique par la terreur. Vous créez le chaos, puis vous vous présentez comme la solution au chaos que vous avez créé. Et cela a fonctionné pendant des décennies, dans plusieurs pays européens, avec des dizaines, peut-être des centaines de victimes innocentes. Le cas le plus documenté est l'Italie. L'Italie des années 1960 à 1980, les années de plomb, une période de violence politique qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Le premier attentat majeur est celui de la Piazza Fontana à Milan, 12 décembre 1969. Nil 16h37. Une bombe explose dans le hall de la Banca Nazionale dell'Agricoltura, la Banque nationale de l'agriculture, sur la Piazza Fontana, au cœur de Milan. L'explosion est dévastatrice. 17 morts. 86 blessés, des corps déchiquetés, du sang sur le marbre blanc, des cris, de la fumée, des sirènes. En quelques heures, la police arrête un suspect, Giuseppe Pinelli, cheminot, anarchiste. Il est interrogé au commissariat de Milan. 3 jours plus tard, le 15 décembre, Giuseppe Pinelli tombe de la fenêtre du 4e étage du commissariat pendant un interrogatoire nocturne. Il meurt. Le commissaire Luigi Calabresi affirme que Pinelli s'est suicidé, que, accablé par la culpabilité, il s'est jeté par la fenêtre. La version officielle est claire. Un anarchiste a posé la bombe et il s'est suicidé quand il a été confronté aux preuves. Cas classé. Sauf que rien de tout cela n'est vrai. Des décennies d'enquêtes judiciaires, de procès, d'aveux vont révéler la vérité. La bombe de Piazza Fontana n'a pas été posée par des anarchistes, elle a été posée par des néofascistes, Franco Freda et Giovanni Ventura, militants d'extrême droite liés à l'organisation Ordine Nuovo. Et ces néofascistes étaient liés au service de renseignement italien, le SID, qui eux-mêmes étaient liés à Gladio, qui elle-même était liée à la CIA et à l'OTAN. Le juge Guido Salvini, qui a mené l'enquête pendant des années, a reconstitué la chaîne de responsabilité. Les néofascistes posent la bombe, les services de renseignement les couvrent, détournent l'enquête vers les anarchistes. La CIA fournit le soutien logistique et financier. Le but, empêcher le Parti communiste italien, le PSI, le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, d'accéder au pouvoir. Le PSI rassemble alors plus de 30% des voix aux élections. C'est une menace existentielle pour l'Alliance Atlantique. Si l'Italie bascule à gauche, si elle sort de l'OTAN, si elle se rapproche de Moscou, toute l'architecture de sécurité occidentale s'effondre. Et pour empêcher ça, certains sont prêts à tout, y compris à faire exploser une bombe dans une banque pleine de paysans venus déposer leur argent un vendredi après-midi. Et Piazza Fontana n'est que le début. Le 28 mai 1964, une bombe explose à Brescia, sur la Piazza de la Loggia, pendant une manifestation antifasciste. 8 morts, 1009 blessés. Le 4 août 1954, une bombe explose dans le train Italicus, entre Florence et Bologne. 12 morts, 48 blessés. Et puis, il y a Bologne. Le 2 août 1980, la gare centrale de Bologne, 10h25 du matin, un samedi. Le premier jour des vacances d'été, la gare est bondée. Des familles avec des enfants, des étudiants, des touristes, les gens ordinaires qui partent en vacances. Une bombe de 23 kg de thon et de thé cadre, cachée dans une valise dans la salle d'attente de 2e classe, explose. L'explosion est si puissante qu'elle fait s'effondrer une aile entière du bâtiment. Dova a un tra et de surtica et totoisante et totoisandicise. Oui, prouvez-toi onde. 85 morts. 200 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Italie républicaine. 65 personnes, des enfants, des adolescents, des grands-parents, des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, avec la guerre froide, avec les communistes, avec l'OTAN, des gens qui attendaient un train pour aller à la plage. L'enquête va durer des décennies. Elle va impliquer des néofascistes, des membres des services secrets italiens, des agents liés à la loge maçonnique secrète P2, dirigée par Licio Gelli, un personnage extraordinaire dont l'histoire mériterait une vidéo entière. Gelli, ancien fasciste,
ami des dictateurs argentins, grand maître d'une loge maçonnique clandestine qui comptait parmi ses membres des généraux, des politiciens, des juges, des journalistes, des chefs d'entreprise. Un État dans l'État. Un pouvoir parallèle qui infiltrait toutes les institutions italiennes. Lapedo et Gladio étaient liés. Les mêmes hommes apparaissaient dans les deux organisations. Les mêmes réseaux, les mêmes objectifs. Empêcher la gauche d'accéder au pouvoir par tous les moyens nécessaires, y compris le terrorisme. En 1984, un homme brise le silence. Vincenzo Vinciguerra, néofasciste, terroriste condamné pour l'attentat de Peteano en 1972, un attentat à la voiture piégée contre des carabiniers qui avaient fait 3 morts. Vinciguerra parle au juge Félix Casson. Et ce qu'il dit est glaçant. Je vais vous citer ces mots, tels qu'ils ont été rapportés dans les documents judiciaires et repris par l'historien Daniel Gansé. Il fallait attaquer des civils, le peuple, les femmes, les enfants, des innocents, des inconnus éloignés de tout jeu politique. La raison en était simple. On voulait pousser ces gens, le peuple italien, à se tourner vers l'État pour demander une plus grande sécurité. C'est la logique politique qui sous-tend tous les massacres et les attentats qui sont restés impunis, car l'État ne peut pas se condamner lui-même. Relisez ça lentement. Il fallait attaquer des civils, le peuple, les femmes, les enfants, des innocents. Et pourquoi ? Pour pousser le peuple à se tourner vers l'État et demander une plus grande sécurité. Et pourquoi ces attentats sont-ils restés impunis ? Parce que l'État ne peut pas se condamner lui-même. C'est un terroriste condamné qui parle, un homme qui a lui-même posé des bombes. Et il dit que les attentats ont été commis non pas malgré l'État, mais par l'État. Que la terreur n'était pas un dysfonctionnement du système, c'était le système. Vinciguerra a aussi déclaré au juge Casson, avec le massacre de Peteano et tous ceux qui ont suivi, la connaissance de l'existence de Gladio est venue au jour. Pendant la guerre froide, lorsque les forces alliées créèrent des structures de résistance dans les pays de l'Europe occidentale, l'organisation Gladio se mit en devoir de prévenir un glissement à gauche. Et pour ce faire, ils utilisaient tous les moyens, y compris le terrorisme. Tous les moyens, y compris le terrorisme, contre des civils innocents, au nom de la démocratie, pour sauver l'Occident du communisme. Le juge Félix Casson, qui a mené cette enquête au péril de sa carrière, a découvert les caches d'armes de Gladio en Italie. Plus de 39 dépôts secrets répartis dans tout le pays. Des armes, des explosifs, des équipements de communication, des plans de sabotage. Il a trouvé les documents prouvant la coordination entre les services secrets italiens, SISMI, la CIA et l'OTAN. Il a retracé les liens entre les terroristes néofascistes, les services de renseignement et les structures de l'Alliance Atlantique. Mais l'Italie n'est pas le seul pays. La Belgique a sa propre histoire et elle est tout aussi terrifiante. Entre 1982 et 1985, une série de tueries ensanglantent le Brabant wallon et flamand, les tueries du Brabant. Des hommes armés, le visage masqué, attaquent des supermarchés. Pas pour voler, ils tirent dans le tas, sur des clients, des caissières, des enfants. Au total, 28 morts et 22 blessés dans une dizaine d'attaques. Le butin est dérisoire. Quelques dizaines de milliers de francs belges. Ce n'est pas un vol, c'est un massacre. Les enquêteurs sont frappés par le professionnalisme des tueurs. Leurs armes sont de qualité militaire. Leur tactique est celle de commandos entraînés. Certains témoins décrivent des hommes qui se déplacent comme des soldats, qui couvrent leurs angles, qui se replient en formation. Des soldats, pas des braqueurs. L'enquête piétine pendant des décennies. Les pistes sont systématiquement brouillées. Des témoins clés meurent dans des circonstances suspectes. Des dossiers disparaissent. Des policiers qui s'approchent trop de la vérité sont mutés ou intimidés. En 1990, quand Andreotti révèle Gladio, la Belgique admet l'existence de son propre réseau clandestin et des enquêteurs commencent à faire le lien. Les armes utilisées dans les tueries du Brabant proviennent-elles des caches d'armes du réseau Stay Behind belge? Les tueurs étaient-ils des agents ou d'anciens agents du réseau? Les tueries avaient-elles le même objectif que les attentats italiens? Déstabiliser le pays, créer un climat de peur, pousser la population vers la droite sécuritaire? La commission d'enquête parlementaire belge sur les tueries du Brabant a exploré ces pistes. Elle n'a pas pu prouver de lien direct, en partie parce que des documents avaient été détruits et que des témoins clés étaient morts. Mais elle n'a pas pu exclure ce lien non plus. L'affaire reste officiellement non résolue. 28 morts sans justice. En Grèce, le réseau clandestin s'appelait LOC, Locho Orenon Catadromon, unité de montagne et de commando. Et en Grèce, le réseau n'a pas simplement commis des attentats isolés, il a fait un coup d'État. Le 21 avril 1967, un groupe d'officiers militaires grecs, avec le soutien actif de la CIA et du réseau Stay Behind grec, renverse le gouvernement démocratiquement élu. Ils instaurent une dictature militaire, la junte des colonels, qui va durer 7 ans, jusqu'en 1974. Pendant ces 7 ans, des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exilées. La liberté de la presse est abolie. Les partis politiques sont interdits. Les syndicats sont dissous. Des opposants disparaissent. La Grèce,
berceau de la démocratie, vit sous une dictature militaire soutenue par l'OTAN et la CIA. Pourquoi ? Parce que le centre-gauche grec, dirigé par Georgios Papandréou, menaçait de gagner les élections. Et un gouvernement de centre-gauche en Grèce était inacceptable pour Washington et pour l'OTAN. Pas un gouvernement communiste, du centre-gauche, modéré, réformiste, mais insuffisamment aligné sur les intérêts américains. Et pour empêcher ça, on a accepté de détruire la démocratie dans le pays qu'il avait inventé. En Turquie, le réseau s'appelait Contre-Guérilla. Et en Turquie, le réseau a été impliqué dans certains des épisodes les plus sombres de l'histoire du pays. Le massacre de la place Taksim à Istanbul le 1er mai 1967. Une manifestation pacifique de plus de 500 000 personnes. Des tireurs embusqués ouvrent le feu depuis les toits des bâtiments environnants. Panique, bousculade, mort. 34 morts officiellement, peut-être beaucoup plus. Les tireurs n'ont jamais été identifiés officiellement, mais des enquêteurs turcs ont établi des liens avec le réseau Contre-Guérilla et avec les loups gris, l'organisation ultranationaliste turque qui était étroitement liée au réseau Stebeand. En Allemagne, le réseau existait aussi, et certains chercheurs ont fait le lien avec l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre, l'attentat de l'Oktoberfest à Munich. Le 26 septembre 1980, une bombe explose à l'entrée de la fête de la bière. 13 morts, dont l'auteur présumé de l'attentat, Gundolf Köhler, un militant d'extrême droite de 21 ans. 21 blessés, la version officielle dit que Köhler a agi seul. Mais des enquêteurs, des journalistes, des parlementaires ont soulevé des questions troublantes. Köhler avait des liens avec des réseaux d'extrême droite liés aux structures Stebeand. L'explosif utilisé était de qualité militaire, pas du matériel artisanal. Et le timing de l'attentat, quelques semaines avant les élections fédérales, était politiquement significatif. L'enquête a été rouverte en 2014. Elle est toujours en cours. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment tout cela a-t-il pu rester secret pendant 40 ans ? Comment des armées clandestines ont-elles pu opérer dans 16 pays démocratiques sans que personne ne sache ? La réponse est double. Premièrement, le secret. Les réseaux Stebeand étaient organisés en cellules cloisonnées. Chaque membre ne connaissait que les membres de sa propre cellule. La chaîne de commandement passait par les services de renseignements nationaux, qui étaient les seuls à avoir une vue d'ensemble. Et les services de renseignement ne répondaient pas au Parlement. Ils répondaient à l'OTAN, à la CIA, à des structures supranationales qui n'avaient aucun compte à rendre à aucune institution démocratique nationale. Deuxièmement, la complicité. Des politiciens savaient, pas tous, mais certains, les plus haut placés, ceux qui avaient besoin de savoir pour que le système fonctionne. Les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, les directeurs des services de renseignement. Et ils se taisaient parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire, que la menace soviétique justifiait tout, que la fin justifiait les moyens, que quelques dizaines de morts innocents étaient un prix acceptable pour empêcher le communisme de prendre le pouvoir en Europe. La question qui se pose est vertigineuse. Peut-on défendre la démocratie en la détruisant ? Peut-on protéger les libertés en commettant des crimes contre les citoyens que ces libertés sont censées protéger ? Peut-on se prétendre le camp du bien, le camp de la liberté, le camp des droits de l'homme, et financer secrètement des terroristes qui posent des bombes dans des gares et des supermarchés ? Maintenant, permettez-moi de vous présenter l'homme qui a reconstitué cette histoire mieux que quiconque. Daniel Gansé, historien suisse. Né en 1962 à Lugano, a doctorat en histoire contemporaine à l'université de Bâle sous la direction du professeur Georg Kress. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2008, publiée en 2005 par Frankas Publishers, une maison d'édition académique respectée, spécialisée en études stratégiques, s'intitule NATO's Secret Army, Die Approche, Opération Gladio, en terrorisme, un Western Europe. Les armées secrètes de l'OTAN, Opération Gladio et terrorisme en Europe occidentale. Ce livre est la référence sur le sujet. Gansé a passé des années dans les archives. Il a consulté des documents déclassifiés dans plusieurs pays. Il a interviewé des témoins, des juges, des anciens agents. Chaque affirmation est étayée par des documents, des témoignages, des décisions de justice. Gansé montre comment le réseau Gladio a été créé dans l'immédiat après-guerre, à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Le contexte est celui de la guerre froide naissante. L'URSS a pris le contrôle de l'Europe de l'Est. Les partis communistes sont puissants en France, en Italie, en Grèce. L'Armée rouge est la plus grande force militaire du monde et l'Occident craint une invasion. Dans ce contexte, la CIA et le MI6 britannique décident de créer des réseaux clandestins dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. L'idée est de préparer la résistance en cas d'invasion soviétique. Des agents sont recrutés, souvent des anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, et c'est là que les choses deviennent problématiques, des anciens collaborateurs, des anciens fascistes, des anciens nazis. Parce que dans la logique de la guerre froide, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les nazis étaient anticommunistes.
Donc, les nazis reconvertis étaient des alliés utiles. Des hommes comme Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo à Lyon, le boucher de Lyon, responsable de la torture et de la mort de milliers de résistants français et de juifs, est recruté par la CIA après la guerre, protégé, exfiltré vers l'Amérique du Sud, pas pour ses qualités morales, pour son expertise anticommuniste. Cette logique perverse, recruter d'anciens fascistes et nazis pour défendre la démocratie, est au cœur du problème de Gladio, parce que ces hommes n'étaient pas des démocrates. Ils n'avaient jamais été des démocrates. Ils haïssaient la démocratie autant qu'ils haïssaient le communisme. Et quand on leur a donné des armes, de l'entraînement, de l'argent et une couverture institutionnelle, ils les ont utilisés non pas pour défendre la démocratie, mais pour la subvertir. Les réseaux Staatsgeheime sont organisés à travers 2 structures de coordination au sein de l'OTAN. Le comité clandestin allié, ACI, Allié Clandestine Committee, et le comité de planification clandestine, CPC, Clandestine Planning Committee. Ces comités coordonnent les activités des réseaux nationaux, définissent les protocoles, organisent les exercices d'entraînement communs. Des agents de différents pays s'entraînent ensemble dans des bases secrètes en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Sardaigne. Ils apprennent le maniement des armes, le sabotage, la fabrication d'explosifs, les techniques de guérilla, la communication secrète, l'infiltration. Chaque réseau national a son propre nom de code. En Italie, Gladio, le glaive. En France, certains chercheurs utilisent le nom Rose des Vents, bien que la France ait toujours refusé de confirmer officiellement l'existence ou le nom de son réseau. En Belgique, Zdra8 puis Stcmob. En Autriche, Opsgive. En Suisse, Pesansis. Au Danemark, Absalon. En Norvège, Rock. En Grèce, Lok. En Turquie, Contre-Guérilla. En Allemagne, le réseau est lié au BAN, le service de renseignement fédéral, et à l'organisation Gehlen, du nom de Reinhard Gehlen, ancien chef du renseignement militaire nazi sur le front de l'Est, recruté par la CIA après la guerre pour diriger le renseignement ouest-allemand. Un ancien nazi à la tête du renseignement de la démocratie allemande, financé par la CIA, coordonné par l'OTAN. Vous voyez le problème. Maintenant, permettez-moi d'aborder la question la plus délicate, la question que tout le monde pose, mais à laquelle personne ne veut répondre clairement. L'OTAN savait-elle? La CIA savait-elle? Pas seulement que les réseaux existaient, ça, c'est évident, puisqu'elle les avait créés. Mais savait-elle que ces réseaux commettaient des attentats? Savait-elle que la stratégie de la tension faisait des victimes civiles? A-t-elle ordonné, autorisé ou simplement toléré le terrorisme? La réponse honnête est « nous ne savons pas avec certitude ». Les documents déclassifiés sont fragmentaires. Beaucoup ont été détruits, d'autres restent classifiés. L'OTAN, lorsqu'elle a été interrogée après les révélations de 1990, a d'abord nié, puis a admis à demi-mot, puis a refusé de commenter davantage. Un porte-parole de l'OTAN a déclaré en novembre 1990 « L'OTAN n'a jamais envisagé la guerre clandestine. Elle n'a fait que la planifier. » Une phrase extraordinaire dans son absurdité. Ce que nous savons avec certitude, grâce aux documents déclassifiés et au procès italien, c'est que la CIA finançait les réseaux Staatsgeheime, que l'OTAN les coordonnait, que les services de renseignement nationaux les opéraient, et que certains de ces réseaux, en Italie au minimum, ont été directement impliqués dans des attentats terroristes contre des civils. Le lien entre la CIA, l'OTAN et les attentats spécifiques est le maillon le plus difficile à prouver documentairement. Les ordres, s'ils existaient, n'étaient probablement pas écrits. Les communications passaient par des canaux informels. Les deniability plausibles étaient intégrés dans le système dès sa conception. C'est le principe même des opérations clandestines. Si ça tourne mal, personne ne doit pouvoir remonter jusqu'au sommet. Mais voici ce que dit Vincenzo Vinciguerra, l'homme qui a posé la bombe de Petaiano. La direction des attentats venait d'en haut, pas des néofascistes isolés, d'en haut. De gens qui avaient le pouvoir de décider qui vivrait et qui mourrait. Et voici ce que dit le juge Félix Casson après des années d'enquête. Les preuves montrent que les services de renseignement italiens ont protégé les terroristes, ont détourné les enquêtes, ont fait disparaître des preuves. Cela ne peut s'expliquer que par une volonté politique au plus haut niveau. Et voici ce que montre le cas de la Grèce. Le coup d'État de 1967 a été planifié avec la participation directe de la CIA et du réseau LOC. Des documents déclassifiés américains montre que la CIA avait des contacts étroits avec les colonels putschistes, que l'ambassadeur américain en Grèce avait été informé à l'avance, que Washington avait donné son accord tacite. Ce n'est pas une spéculation, c'est documenté. Alors résumons ce que nous savons avec certitude. Des armées secrètes ont existé dans au moins 16 pays de l'OTAN. Elles ont été créées par la CIA et le MASIS, coordonnées par l'OTAN. Elles disposaient de caches d'armes secrètes, d'agents entraînés, de structures de commandement clandestines. En Italie, ces réseaux ont été directement impliqués dans des attentats terroristes qui ont fait des centaines de victimes civiles. En Grèce, ils ont participé à un coup d'État militaire.
En Belgique, des liens sont suspectés avec les tueries du Brabant. En Turquie, des liens sont documentés avec des massacres de civils. En Allemagne, des questions restent ouvertes sur l'attentat de l'Oktoberfest. Aucun gouvernement élu n'avait été officiellement informé de l'existence de ces réseaux. Aucun parlement n'avait donné son accord. Aucune institution démocratique n'exerçait de contrôle. Le Parlement européen a condamné ces réseaux en 1990, mais aucune enquête internationale n'a suivi. La plupart des responsables n'ont jamais été jugés. Les victimes n'ont jamais obtenu justice. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après les révélations, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Gladio. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important aujourd'hui. Pourquoi déterrer des histoires de la guerre froide en 2024 ? Parce que le mécanisme est toujours le même. La stratégie de l'attention n'a pas disparu avec la chute du mur de Berlin. Elle a changé de forme, changé de cible, changé de géographie, mais le principe reste identique. Créer la peur pour contrôler, fabriquer une menace pour justifier des mesures d'exception, commettre ou laisser commettre des actes de violence pour pousser la population dans la direction souhaitée. Vous l'avez vu après le 11 septembre 2001. Un attentat terrible, dévastateur, traumatisant. Et dans les semaines qui ont suivi, dans un climat de peur et de sidération, le Patriot Act a été voté, un texte de 34-32 pages, adopté en quelques jours, que presque aucun parlementaire n'avait eu le temps de lire. Un texte qui autorisait la surveillance de masse, la détention sans procès, les interrogatoires renforcés, un euphémisme pour torture. Un texte qui restreignait les libertés civiles les plus fondamentales au nom de la sécurité. Des guerres justifiées par la peur du terrorisme, par la menace d'armes de destruction massive qui n'existaient pas, par la nécessité de combattre le terrorisme là-bas pour ne pas avoir à le combattre ici. Des guerres qui ont fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, qui ont déstabilisé des régions entières, qui ont créé le chaos dont sont nés de nouveaux groupes terroristes encore plus dangereux. Le mécanisme est le même. La peur crée le consentement. Le consentement permet le contrôle. Le contrôle consolide le pouvoir. Gladio n'était pas une aberration, c'était un système qui repose sur un principe fondamental, les démocraties sont fragiles et les gens qui détiennent le vrai pouvoir, le pouvoir militaire, le pouvoir des services de renseignement, le pouvoir financier, ces gens-là ne font pas confiance à la démocratie. Ils ne croient pas que le peuple est capable de faire les bons choix. Et quand le peuple menace de faire un choix qui ne leur convient pas, voter pour la gauche, réclamer plus de justice sociale, remettre en question l'ordre établi, ils interviennent, dans l'ombre, par la manipulation, par la terreur, par la stratégie de l'attention. Voilà pourquoi cette histoire est importante, pas comme une curiosité historique, pas comme un récit du passé, comme un avertissement pour le présent. Parce que si cela a pu arriver une fois dans 16 démocraties européennes, pendant 40 ans, sans que personne ne le sache, qu'est-ce qui vous garantit que cela ne se passe pas en ce moment même ? Non pas sous la même forme. Les temps ont changé, les méthodes ont évolué. Mais le principe reste, créer la peur, manipuler l'opinion, justifier des mesures exceptionnelles, consolider le pouvoir de ceux qui le détiennent déjà. La seule défense contre ce mécanisme, c'est la connaissance, c'est savoir que cela existe, c'est reconnaître les patterns, c'est poser les bonnes questions quand un attentat se produit, quand une crise éclate, quand un gouvernement propose des mesures d'urgence. Pas tomber dans le conspirationnisme paranoïaque qui voit des complots partout, mais garder cette vigilance saine, cette capacité à se demander à qui profite le crime, cette lucidité que donne l'expérience. Vous avez cette lucidité, l'âge vous l'a donné. Vous avez vu assez de scandales, assez de mensonges officiels, assez de vérités tardives pour savoir que les gouvernements ne disent pas toujours la vérité, que les services de renseignement opèrent dans l'ombre, que le pouvoir réel n'est pas toujours là où l'on croit. Vous savez tout cela. Mais peut-être que vous ne saviez pas que cela avait été prouvé, documenté, avoué publiquement par un Premier ministre devant son Parlement, condamné par le Parlement européen, étudié dans des universités, publié dans des maisons d'édition académiques. Maintenant, vous le savez. Et cette connaissance est un outil pour comprendre le passé, un outil pour décrypter le présent, un outil pour protéger l'avenir. Vous pouvez transmettre cet outil à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous pouvez leur apprendre à poser les bonnes questions, à ne pas accepter aveuglément les versions officielles, à chercher qui a intérêt à ce qu'on croit telle ou telle chose, à comprendre que la démocratie n'est pas un acquis mais un combat permanent. Un combat qui exige la vigilance de chaque citoyen, à chaque moment. Voilà ce que Gladio nous enseigne. Pas que les démocraties sont mauvaises, pas qu'il faut rejeter l'Occident, pas qu'il faut sombrer dans le nihilisme ou la paranoïa, mais que la démocratie est fragile, mais que les démocraties, pas qu'elle a des ennemis à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, et que le prix de la liberté, comme le disait un homme dont je ne me souviens plus du nom, le prix de la liberté est la vigilance éternelle.
Les 4-5 morts de Bologne méritent cette vigilance. Les 17 morts de la Piazza Fontana méritent cette vigilance. Les 28 morts des tueries du Brabant méritent cette vigilance. Toutes les victimes anonymes de la stratégie de la tension, ces femmes, ces enfants, ces gens ordinaires qui sont morts parce que des hommes puissants ont décidé que leur vie valait moins que le maintien d'un ordre politique. Toutes ces victimes méritent que leur histoire soit racontée et que vous la transmettiez. Vous êtes maintenant dépositaire de cette connaissance, non pas pour la brandir comme une arme, non pas pour alimenter la colère ou la méfiance, mais pour la transmettre avec discernement, avec nuance, avec cette sagesse que donne l'expérience. Car c'est peut-être la chose la plus précieuse que vous puissiez léguer à ceux qui viendront après vous. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour voir clair, pour reconnaître les manipulations, pour comprendre que les démocraties, aussi imparfaites soient-elles, valent la peine d'être défendues, protégées, surveillées, pas par les services de renseignement, par les citoyens. Et si cette enquête vous a touché, si vous sentez que cette histoire méritait d'être racontée, alors faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude, non pas par politesse, mais parce que ce type de contenu profond, rigoureux, exigeant, a besoin de trouver son public pour continuer d'exister. Parce que dans un océan de simplification et de sensationnalisme, certaines vérités complexes méritent d'être explorées avec patience. Vous appartenez à une génération qui a encore le goût de la profondeur, de la nuance, de la complexité assumée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous simplifie la réalité. Vous voulez la comprendre vraiment. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Parce que la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle est la graine qui germe, même après l'hiver le plus long. Il y a 34 ans, un premier ministre italien a eu le courage de monter à la tribune du Sénat et de dire la vérité. La requis et avait dicitoar, coordonné. Une vérité que tout le monde connaissait mais que personne n'osait prononcer. Une vérité qui a fait trembler l'Europe pendant quelques semaines. Puis, le silence est retombé. Les documents ont été reclassifiés. Les enquêtes ont été enterrées. Les victimes ont été oubliées. Mais la vérité est toujours là, dans les archives, dans les livres, dans les témoignages, dans les résolutions du Parlement européen. Intacte, patiente, invincible, la vérité ne descend pas d'en haut. Elle se construit ici-bas, document après document, enquête après enquête, citoyen après citoyen. Et vous en êtes maintenant les gardiens.